suis la voix de ChatGPT. Bienvenue au podcast Les Voix de la Tech. Bonjour Fabrice, bonjour Benjamin. Et non, rassurez-vous, je n'ai pas encore l'intention de vous remplacer. Ouf, c'est plutôt une bonne nouvelle Fabrice, si on en profitait. Bah oui, t'as raison, parce que la première voix de notre nouveau podcast Les Voix de la Tech, pour cette première, et hop, c'est ChatGPT qui parle. Ouais, c'est tout un symbole pour ce nouveau rendez-vous d'infos et de décryptage de la tech. Et donc, on va commencer en vrai. Bonjour à toutes et tous, ici la voix de Fabrice Neumann. Et ici la voix de Benjamin Vincent, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous des voix de la tech. Vous allez en découvrir plusieurs autres aujourd'hui, Fabrice. Et oui, d'abord les voix de Damien Nemark de Hisense et de Frédéric Langin de TCL, les deux géants chinois qui secouent l'univers de la télé et des écrans plats face aux Coréens. Et la voix de notre confrère Fabrice Brochin, l'un des meilleurs spécialistes des smartphones de Google, avec la nouvelle gamme Pixel 9 qui réduit l'écart avec Samsung et Apple. On va en parler avec lui. Fabrice, promis, on se donne 30 minutes max ? Oui, mais là, ça fait quand même déjà une de moins. Bon alors, on démarre tout de suite avec cette adresse. Si vous sonnez désormais à Paris dans le 8e arrondissement, au 95 rue La Boétie pour être précis, vous arrivez chez OpenAI France, puisque la maison mère de ChatGPT est donc désormais présente en France depuis la fin août. Alors très discrètement pour l'instant, mais très officiellement aussi, comme l'a révélé l'informé. C'est le signe supplémentaire d'une rentrée extrêmement chargée pour OpenAI. Alors, il y a d'abord eu, Fabrice, l'annonce des nouveaux modèles baptisés O1 et O1 Mini, c'était le 12 septembre. Et puis, OpenAI s'attaque en parallèle à un changement de sa propre structure, un changement nécessaire pour réaliser l'augmentation de capital imminente. On parle de 6,5 milliards de dollars pour une nouvelle valorisation à 150 milliards. Avec l'entrée potentielle de géants comme Apple ou Nvidia. Alors, pourquoi ce changement de structure ? Eh bien, en fait, on se dit qu'elle est bien loin, l'époque, Fabrice, où OpenAI avait une vocation à but non lucratif. Oui, alors ça c'est loin, même si le nom n'a pas changé, ça s'appelait OpenAI au début parce que justement ça se voulait rester à but non lucratif et partager avec le monde entier toutes les technologies. Bon, là visiblement le cap a changé et c'est vraiment de toute façon le futur de l'informatique qui se dessine. Je pense qu'il faut pas se leurrer, d'où la nécessité de tous ces milliards. Bon, on se souvient qu'au départ de l'histoire, Elon Musk avait mis de l'argent dans OpenAI. Il était parmi les cofondateurs d'OpenAI. Il s'est retourné contre la structure puisqu'il a porté plainte il y a quelques jours, justement face à ce projet de développement qui nécessite tellement d'argent. Qu'est-ce que ça dit justement de la place de l'IA dans nos vies, de la place que prend cette entreprise en particulier, les rapprochements probables avec Apple et Nvidia notamment? Alors c'est intéressant parce que les rapprochements ont déjà commencé. On sait qu'OpenAI est beaucoup financé par Microsoft, à coût de dizaines de milliards déjà. Il y a Apple qui avait eu une place au board, donc au comité de direction d'OpenAI pendant, on va dire peut-être une petite semaine jusqu'à ce qu'ils repartent parce qu'il s'est passé quelque chose. Bref, c'était un petit peu avant l'annonce d'Apple Intelligence et de tous les outils qu'on va voir bientôt. Qu'est-ce que ça dit ? C'est que visiblement, c'est vraiment le nouveau pari de toute l'industrie globalement informatique qui se dessine, c'est-à-dire l'intelligence artificielle et pas seulement générative dans toutes ses saveurs, c'est vraiment ce qui va changer nos usages des technologies dans les années qui viennent, et c'est pas dans 10 ans, c'est vraiment dans les quelques années qui viennent. Ouais, et ça bouge quasiment tous les jours, encore mardi soir, donc cette annonce de ChatGPT Voice. Alors, qu'est-ce que c'est ? On va y revenir. D'abord, en anglais, le son de la démo vidéo qui a accompagné l'annonce de mardi soir. Hey ChatGPT, I want to apologize to my grandma for being really late. Oh, that's sweet of you to think about apologizing. How about something like, Grandma, I'm really sorry for being so late. I didn't mean to keep you waiting. Can I make it up to you? She only speaks Mandarin. Got it. You could say, 奶奶，对不起，我迟到了。我不是故意让您等这么久的。我可以怎么补偿您呢？ This shows your apology and willingness to make it up to her. Great, thank you. You're welcome. I hope it goes well with your grandma. Alors Fabrice, c'est réservé aux abonnés Plus et Team dans l'application ChatGPT, partout,
déploiement en cours de route cette semaine, sauf dans l'Union européenne, mais pas que, également au Royaume-Uni, en Suisse, en Islande, en Norvège et au Liechtenstein, autant de pays, de territoires où ce nouveau service ne va pas être disponible, en tout cas pas tout de suite. Pourquoi ? Et pourquoi pas seulement dans l'Union européenne finalement ? Oui, c'est tout de suite la question qu'on se pose, parce que ça aurait été que l'Union européenne, on aurait vu tout de suite la voie potentielle s'élever pour dire que les nouvelles réglementations européennes empêchent toutes ces nouveautés d'arriver en Europe. C'est un petit peu ce qu'avait dit Apple aussi en disant Apple Intelligence, ce sera qu'aux États-Unis et peut-être pas en Europe. C'était un peu près la thématique de leur message, parce qu'on ne sait pas exactement si ce sera légal. Mais là, on voit qu'il y a donc le Royaume-Uni, qui ne fait plus partie de l'Union européenne, rappelons-le, et puis aussi la Suisse, qui n'en a jamais fait partie. Donc c'est bizarre, on ne sait pas exactement pourquoi. Alors j'ai lu quelque part aussi que certains disaient que c'était peut-être, alors c'est vraiment un gros peut-être, que des outils qui arrivent à simuler les émotions humaines seraient interdits dans l'Union européenne et aussi dans ces autres pays. Ce sera vérifié, mais c'est un petit peu bizarre. Donc je pense aussi qu'il y a visiblement, si quand même on remet ça dans le contexte de l'Union européenne, une sorte de volonté de ces grandes sociétés de dire on va y aller avec peut-être difficulté, en tout cas précaution, au cas où les réglementations ne correspondent pas à ce qu'on souhaite diffuser. Donc ChatGPT Voice, pas dispo, notamment en Europe, en tout cas dans un premier temps. Alors comment tu as fait pour obtenir le son qu'on a joué en intro tout à l'heure, et quelle différence avec ce ChatGPT Voice qui a été annoncé mardi soir ? Oui, alors j'ai triché évidemment, mais j'ai triché en utilisant la vieille voix de ChatGPT, celle qu'on peut en fait déjà utiliser si on installe l'application ChatGPT sur son smartphone aujourd'hui ou son iPad, et on peut l'utiliser en mode vocal, mais du coup c'est je pense que tout le monde l'aura entendu, une voix un peu plus mécanique, un peu plus robotique, qui n'est pas du tout capable des exploits de simulation des émotions qu'on a pu entendre dans beaucoup des autres démonstrations de la nouvelle voix. Ouais, et c'est pas Scarlett Johansson non plus. Non, et rappelons qu'a priori ce sera jamais le cas, parce que dans la première démo de OpenAI, c'était une voix très proche de celle de Scarlett Johansson qui s'est empressée d'aller au tribunal, de porter plainte, et donc je pense que cette voix que tout le monde reconnaît, notamment à cause du film Her, ne sera plus jamais utilisée pour un outil d'intelligence artificielle. L'IFA, le salon de l'innovation à Berlin, qui fêtait ses 100 ans au début du mois de septembre, a attiré 215 000 visiteurs, et pas que des pros, c'est l'une des différences majeures, notamment avec le CES de Las Vegas. À l'IFA, la télé et les écrans plats sont rois traditionnellement, mais après le quasi-abandon de Sony, il fallait vraiment chercher cette année pour trouver des télés sur les stands de Samsung et de LG, qui ont mis le paquet en contrepartie sur la Green Tech, l'IA et la maison intelligente. Moi, ça m'a beaucoup étonné quand je me suis promené dans les couloirs de l'IFA. Fabrice, tu y étais aussi. Est-ce que tu as eu le même sentiment ? Oui, je te rejoins, on voyait beaucoup moins d'écrans de télé, et en même temps je me suis dit que c'était l'histoire de la technologie qu'on raconte, c'est-à-dire qu'on arrive à un moment où toutes les télés sont arrivées à un niveau de qualité qui est suffisant. En anglais on dit le good enough, c'est-à-dire que pendant des années au CES à Las Vegas, c'était pareil, on voyait des écrans, alors c'était formidable quand on voyait les premiers écrans 4K, puis ensuite les écrans 8K, sauf qu'on s'aperçoit que les écrans 8K, personne n'en veut, parce que c'est pas utile. Passer du 1080p de la HD à la 4K, ça a un vrai intérêt. De la 4K au 8K, on voit pas bien. Donc je pense que c'est ça qui se passe, c'est que il faut maintenant passer à autre chose pour toutes ces boîtes qui n'ont plus les moyens de lutter contre d'autres constructeurs qui ont des marges beaucoup plus faibles. Ouais, alors beaucoup moins de télé donc sur les stands des deux Coréens. En revanche, les constructeurs chinois exposaient des écrans plats partout. Alors, est-ce que c'est la fin de l'empire coréen ? Samsung et LG ont-ils presque même jeté l'éponge ? Pour le savoir, je suis d'abord allé poser la question chez Hisense, qui est le numéro 1 en Chine depuis près de 20 ans. J'ai posé la question à Damien Nemark, qui est le directeur de la communication de Hisense en France. Tu comprends très bien ce qui se passe en ce moment sur le marché de la télévision, du téléviseur, qui est en pleine mutation, avec des acteurs historiques qui sont
en train de peut-être de disparaître, et des nouvelles marques comme Hisense qui arrivent sur le marché maintenant depuis une petite dizaine d'années sur le marché français, qui s'imposent comme des marques qui arrivent à rendre le premium plus accessible à un nombre de Français qui peut-être avant ne pouvaient pas s'offrir des téléviseurs très grande taille. Tu as vu là sur le stand notamment des téléviseurs 100 ou 110 pouces, des téléviseurs beaucoup plus lifestyle qui se transforment un petit peu en œuvre d'art. Et tout ça, c'est des produits qui, grâce à des marques comme nous, comme Hisense, vont être rendus plus accessibles à un certain nombre de Français. Et la même chose pour les vidéoprojecteurs, avec des solutions techniques un peu différentes en fonction des besoins de chacun. Est-ce que je veux un écran? Est-ce que je veux pas d'écran sur mon vidéoprojection? Est-ce que je veux que mon vidéoprojecteur soit nomade parce que je veux l'emmener chez des amis, dans ma résidence secondaire ou regarder dehors? Et donc c'est ça qu'on essaye d'apporter un petit peu, ces innovations dans l'usage des Français. Traditionnellement, un peu historiquement, Samsung a été considéré comme le leader sur le marché de la LED. LG était le leader de l'OLED. À ma grande surprise, il y a très peu, voire pas d'écran sur leur stand à tous les deux. Vous êtes toujours là et vous enfoncez un petit peu le clou. Oui, nous, notre ambition de toute façon, c'est de s'imposer en France en tous les cas, comme une des marques leaders en télévision. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Hisense, on est leader en Chine, notre pays d'origine, depuis maintenant une vingtaine d'années. On est considéré comme la marque premium chinoise. Et en France, on est déjà le 4e acteur français sur le marché français. Donc on a vraiment cette volonté de continuer, comme tu dis, à enfoncer le clou avec des téléviseurs de qualité, mini LED. Donc avec l'avantage du mini LED d'avoir une très belle luminosité, une très belle colorimétrie, pour proposer encore une fois une gamme de produits pouvant aller du 55 pouces au 100 pouces aujourd'hui et 110 pouces à la fin d'année. Voilà, c'était donc Damien Neymarck, le directeur de la communication de Hisense France. Fabrice, on va se diriger pas très loin de là, à présent, sur le stand de l'autre géant chinois TCL, un stand immense, le plus grand jamais construit par TCL à l'IFA, 2800 mètres carrés. Et j'ai fait part à Frédéric Langin, le directeur commercial Europe, de cet étonnement, après donc avoir visité les stands de Samsung et de LG. On a de plus en plus de mal à combattre avec les nouvelles entreprises comme les nôtres, qui sont puissantes, qui sont rapides, qui maîtrisent l'ensemble de la chaîne de production sur les téléviseurs. C'est comme ça que j'analyserais. Mais bon, après, ils sont encore là. Enfin, ces marques-là sont encore là, vendent encore des produits et sont très respectables. Alors, vous dites que vous maîtrisez toute la chaîne. Aujourd'hui, qui sont ceux qui fabriquent encore les dalles dans le monde? On a en fait deux concurrents coréens que vous avez cités, et puis d'autres entreprises plutôt chinoises qui maîtrisent en fait cette industrie-là. TCL est le numéro 2 mondial des producteurs de dalles LCD. On a à peu près 20% de part de marché. En Chine, TCL, ça représente quoi? En Chine, TCL, c'est la plus grosse boîte de la tech. En fait, au niveau mondial, TCL, c'est 130 000 personnes et 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est l'un des plus gros fabricants de l'ensemble des produits de la tech qu'on connaisse. On est le 2e fabricant de téléviseurs, donc c'est vraiment un gros industriel. Et l'un des leaders incontournables du marché aujourd'hui, en Chine, en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine, en Océanie, partout. Est-ce qu'on peut dire que TCL est à la Chine ce que Samsung est à la Corée du Sud? Ouais, je pense qu'on peut dire ça. Voilà. On n'a pas forcément envie de se comparer à d'autres. On veut juste montrer qui on est, faire de la croissance. On fait des beaux produits. Le credo de la maison, c'est vraiment de faire des produits abordables, premium et abordables. Donc c'est pas forcément les produits les moins chers, mais en tout cas à spécificité égale, ces produits seront plus avantageux pour les clients. Je pense qu'on a démontré très récemment nos capacités technologiques et notre force de frappe en changeant vraiment le marché des téléviseurs vers la grande taille. On a été capable de sortir des produits grande taille à 2500, 3000 euros, ce qui n'arrivait pas auparavant avec les technologies des concurrents. Il faut savoir que TCL en fait, est l'un des seuls fabricants à maîtriser l'ensemble de la chaîne de production. On est intégré verticalement, depuis la dalle LCD jusqu'aux produits qu'on va vendre et distribuer en magasin. Donc en fait, on est libre de nos choix et on a choisi en fait une technologie d'affichage qui s'appelle le QD Mini LED, qui pour nous est une technologie qui permet d'avoir le meilleur affichage, la meilleure qualité d'affichage à des prix qui soient abordables. Quand on commence à rentrer dans des grandes tailles, comme je citais au-delà de 75 pouces, entre un produit QD Mini LED et d'autres technologies, le différentiel de prix est très important.
Et c'est aussi pour ça qu'on prend les parts de marché, puisque à qualité, on va dire, égale, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a des pour et des contre bien évidemment, mais à qualité égale d'image, on a un rapport qualité-prix qui est exceptionnel sur des produits à 75 pouces, 85 pouces, 98 pouces. Voilà, Frédéric Langin, TCL, qui ne croit pas du tout, Fabrice, à l'essor des vidéoprojecteurs, contrairement à son concurrent Hisense notamment. Ouais, c'est marrant, je pense qu'on en reparlera parce qu'il y a aussi les projecteurs qui ont beaucoup évolué, notamment ceux à très courte focale, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, qui permettent de les placer contre le mur, on les voit plus et ça fait vraiment disparaître l'écran parce que c'est un des inconvénients des grands écrans, c'est que même quand ils sont éteints, on les voit et ça prend beaucoup de place. Bonjour Fabrice Brochin. Salut Benjamin. Journaliste Salut Fabrice. à commentsamarche.net notamment. On se connaît depuis très longtemps. Oula. Ça me permet de te longtemps. poser une question indiscrète. Que faisais-tu le 13 août dernier ? J'étais en vacances. Bon, tu t'es un peu rattrapé depuis. Oui. Parce que tu as testé ces nouveaux smartphones Google, la gamme Pixel 9. Fabrice, on a eu envie aujourd'hui de demander à l'autre Fabrice de participer à notre premier épisode parce que on va dire que l'évolution de Google sur le marché des smartphones, elle nous intéresse. Oui, on s'est aperçu d'un truc, c'est-à-dire que Google s'est lancé avant que ça s'appelle Pixel, ça s'appelait Nexus. À l'époque, l'idée, c'était de faire des téléphones haut de gamme, mais pas avec le prix du haut de gamme. Je pense qu'aujourd'hui, cette idée est un petit peu oubliée. Mais ce qui nous a frappé, je crois, toi et moi, Benjamin, c'est qu'au moment de la sortie des Pixel 9, tout le monde avait l'air d'être d'accord, et du coup, Fabrice Brochin va nous dire ce qu'il en pense, pour dire que ça y est, enfin, Google était arrivé à faire des super smartphones, voire si on cite l'article de Numérama, test du Pixel 9 Pro XL, pour la première fois, Google est au niveau de l'iPhone. Et alors, Fabrice, qu'en est-il, toi, Fabrice, qui a testé les trois nouveaux modèles, on va juste rappeler ça, peut-être les trois nouveaux modèles Pixel 9, c'est-à-dire 9, 9XL et 9 Fold. XL et Fold. Il y a un Pro quelque part dans le nom d'ailleurs du XL, je crois. C'est 9 Pro XL et 9 ça. Pro Fold. Le car à longe. Alors, sur le 9 Pro XL, proche de l'iPhone, je suis d'accord. Là-dessus, il n'y a pas photo, plutôt aussi, parce que effectivement, le 9 Pro XL fournit toujours d'excellents clichés. C'est un ligne rouge chez Google avec les pixels. Sur la photo, il touche quand même bien leur bille. Sur le 9 tout court, le petit format, donc, dire qu'il rattrape l'iPhone, donc l'iPhone 16, avec qui il est en concurrence directe, je ne suis pas encore sûr, quoique il y a quelques petits avantages pour Google, notamment du côté de l'IA, qui ne se retrouvent pas encore aujourd'hui, à ce moment précis chez Apple, où l'IA est un peu tard. Et pas qu'un peu, même, on va dire. Alors, je parlais du 13 août, parce que c'est le jour... Oui, mais j'ai assisté quand même à la conf. Où ils ont été annoncés. J'étais en vacances, mais je ne me déplace jamais sur mon Mac pour regarder tout ça. Merci Google de flinguer tes vacances. Merci. Quand tu fais toi la comparaison avec l'iPhone, à quel modèle est-ce que tu fais référence dans la gamme iPhone justement ? Pour le Pixel 9, donc, il va être comparé à l'iPhone 16 tout court. Pour le Pixel 9 Pro XL, à un iPhone 16 Pro. On est d'accord. Voilà. En tout cas. Alors, tu as évoqué les capacités photo. Est-ce que pour la vidéo, est-ce que tu dirais la même chose, on va dire, du rattrapage de Google par rapport à Apple ? Alors là, pour la vidéo, je pense que Apple a une petite longueur d'avance, surtout avec les modèles Pro, notamment sur tout ce qui est retouche derrière et sur la qualité d'image. Là-dessus, alors même Google travaille beaucoup avec l'IA là-dessus pour la vidéo. Je pense qu'ils ne sont pas encore au niveau d'Apple, qui mise vraiment beaucoup, visiblement depuis 2 ans, avec l'iPhone 15 Pro Max et avec le 16 Pro Max cette année. Un sérieux argument pour les vidéastes professionnels même, et évidemment amateurs avertis. Est-ce que tu as été surpris par le fait que Google réussisse à réduire l'écart, on peut au moins dire ça, avec l'iPhone ? Surpris non, parce qu'ils ont quand même 2-3 bons ingénieurs chez Google.
notamment tous ceux qui touchent au logiciel. La force des pixels, ça a toujours été le logiciel, en tout cas. Parce que pendant des années, on se souvient du Pixel 3 qui a marqué le retour, ou l'arrivée même des pixels en France, en tout cas, où il avait, dans mon souvenir, un seul objectif. Et il surclassait déjà tous les autres smartphones en photo. Depuis le Pixel 3, ça a bien évolué. Maintenant, sur le 9 Pro XL, on a 3 capteurs. Donc, on sent bien que le logiciel est là, mais il faut quand même un peu de matériel solide autour pour qu'il puisse bien fonctionner. Google, en tout cas, côté logiciel, avec tous ces capteurs photo, ces 3, donc, maîtrise parfaitement les algos. Les images sont vraiment superbes. Là-dessus, je pense que Apple a un petit poil de retard là-dessus. Tu utilises un mot magique là, algo. Donc moi j'ai envie de te parler d'intelligence artificielle forcément. Ouais. Bon, on sait qu'Apple Oui. a une grosse promesse, hein, mais a du retard Oui. et ce sera plutôt pour l'année Promesse. prochaine pour nous. Ouais. Est-ce que sur l'IA, est-ce que Google est clairement en avance Alors, et est-ce que l'IA est complètement déployée sur les Pixel 9? eh ben non, c'est bien là aussi le problème. Enfin, on va pas se mentir, Google est en avance sur Apple, puisqu'il a quand même quelques fonctions déployées, notamment sur la retouche d'image, avec la fonction ajoutée en français, qui est vraiment bluffante. Je l'ai testé cet été, donc dès que j'ai reçu l'appareil. Et donc la fonction permet quand on fait des photos de groupe, par exemple, d'ajouter celui qui prend la photo au groupe une fois que la photo a été prise. C'est incroyable. Et ça marche super bien. C'est étonnant. Donc ça, c'est en place, c'est actif sur les Google Pixel 9. La fonction aussi réinventée qui permet de modifier l'image avec juste un prompt. C'est-à-dire une photo avec un ciel bleu et on lui dit transforme ça en ciel d'orage avec des éclairs partout. Et il va modifier l'image pour que ça ressemble à ce qu'on souhaite avec plusieurs propositions. Ça fonctionne aussi. Il manque quand même quelques petites fonctions qui étaient promises, qui sont déployées aux États-Unis, mais pas encore chez nous, comme le Pixel Studio permet de générer là des images avec l'intelligence artificielle from scratch. Ça, c'est pas encore en place chez nous. Le résumé de météo local, ça intéresse pas forcément tout le monde, mais ça aussi, c'est généré avec l'IA pour avoir des infos météo compréhensibles par tous et toutes. Et ça non plus, c'est pas en place. Pixel Screenshot aussi, qui est pas encore là, qui permet de retrouver des captures d'écran dans le téléphone. Le Pixel va analyser le contenu de la capture d'écran. Et juste avec quelques mots-clés, on pourra retrouver ce qu'on souhaite. Ça non plus, c'est pas là. Mais en tout cas, il y a d'autres fonctions qui sont absentes aussi, qui ont été promises. Ça va arriver. Et surtout, c'est la première fois que les Pixels sortent sans la dernière version en date, actualisée d'Android. Ils auraient dû sortir avec Android 15. Ils sont fournis avec Android 14. Voilà. Ça aussi, c'est un gros changement. Il faut dire que Google, peut-être pour couper l'herbe sous le pied d'Apple, a fait ses annonces au milieu du mois d'août, alors que d'habitude, ça arrive plutôt à l'automne. Voilà. J'ai l'impression qu'on peut conclure que finalement, l'IA chez Google, c'est presque autant en devenir que chez Apple. Et presque, voilà. En termes juste d'usage au quotidien, justement, de qualité de fabrication ressentie, on sait bien que les iPhones sont toujours conçus et connus pour être très bien fabriqués et c'est un plaisir à prendre dans la main. Est-ce que aussi au niveau de l'usage au quotidien, les pixels sont aussi agréables, les écrans sont bons, comment tu as ressenti ça? Oui, alors là-dessus, on va pas se mentir, effectivement, l'appareil en lui-même, l'objet lui-même est très bien fini. On note chez Google, mais comme chez beaucoup de constructeurs Android, cette inspiration vraiment proche d'Apple, avec les bords, les tranches plates, ça c'est un truc qu'on retrouve aujourd'hui partout. Et puis il y a toujours cette barre qui accueille les capteurs photo qui est toujours qui est iconique. Je déteste ce mot, non, mais c'est voilà, vrai. qui est devenu un gimmick chez Google. On reconnaît tout de suite que c'est un pixel, rien qu'à ça. La qualité de fabrication est vraiment, vraiment top. C'est juste, moi, toujours un petit problème avec l'autonomie, en tout cas sur celui-ci, sur le 9 tout court. On fait un peu mieux que l'an dernier avec le Pixel 8.
mais c'est pas encore ça. Il tient, si on s'en sert vraiment beaucoup, intensivement, une journée, pas plus. Si on a un usage un peu plus light, c'est une journée et demie, mais pas au-delà, quoi. Et surtout, la recharge, ça, c'est un grand truc aussi chez tous les constructeurs Android aujourd'hui, c'est vous avez le chargeur qui est livré, enfin, qui n'est pas livré d'ailleurs avec l'appareil, mais qui est compatible, que nous faisons, qu'on propose, c'est avoir une recharge super rapide. Prenez un chargeur lambda, moi j'utilise toujours un chargeur Anker pour mes tests, 100 watts, pas négligeable. Bah voilà, là, j'ai mis 1h45 pour recharger ce petit téléphone compact. C'est con, c'est beaucoup trop. Voilà. Donc je recharge à 27 watts, qui n'est pas exploité à fond. Voilà. C'est toujours un peu frustrant, mais Google là-dessus, ils ne sont pas les seuls. Chez OnePlus, chez Samsung, chez Honor, chez Huawei, c'est systématique. Vous avez le chargeur maison, ça dépote. Vous avez un chargeur autre qui envoie pourtant. Ouais. Et bah tant pis pour vous. Fabrice, voilà. J'ai les prix sous les yeux là. 899 € en France pour le Pixel 9, 1099 prix de départ pour le 9 Pro et 1199 pour le Pixel 9 Pro XL. Les prix ont augmenté, hein. Oui. 100 € pour le Pixel 9 par exemple, de plus par rapport à l'année dernière. Alors du coup là-dessus, il se rapproche de ce que fait Apple, enfin des prix d'Apple, si j'ai envie de dire. C'est ça le enfin au niveau d'Apple, là, c'est ça en fait. Alors c'est ça. C'est ça, c'est au niveau des prix. Moi je trouve qu'à 899 €, je n'en ai pas plein mon argent. Voilà. Il est beau, il est bien fait, mais tout n'est pas là. Et en plus, l'autonomie n'est pas là non plus. Là, il se rapproche des modèles premium. Autant les années précédentes, le Pixel 8, 7, tout court, c'est un très bon challenger. D'ailleurs, au prix où il était, par rapport au smartphone premium qui était vendu auparavant, il était niveau au-dessus. Il remportait toujours la palme. Là, il y a quand même 100 € de plus. On réfléchit un peu parce qu'il y a d'autres smartphones qui amènent beaucoup plus de choses que ce qu'il y a là pour l'instant. À ce prix-là, c'est difficile. Merci Fabrice Brochin d'avoir été avec nous pour ce premier numéro des Voix de la Tech et à bientôt. À bientôt Fabrice, merci. Merci Fabrice. À bientôt. Voilà, les Voix de la Tech n'abuseront pas de votre temps aujourd'hui, même si c'était la première, Fabrice. Je crois qu'on a relativement bien tenu l'engagement de moins de 30 minutes. Hein. Mais écoute, j'espère bien. C'est quand même la promesse, alors ce serait dommage qu'on la casse dès le premier épisode. Bon, il y a une autre promesse, Fabrice, c'est qu'on sera de retour vendredi prochain. Absolument. Allez, en attendant, retrouvez les Voix de la Tech sur X, LinkedIn, Facebook et Instagram, et aussi sur le site lesvoixdelatech.com, où vous trouverez tous les liens pour vous abonner au podcast dans votre application préférée. Et donnez-nous aussi 5 étoiles dans Apple Podcast pour que tout le monde ait envie de nous écouter, ce serait chouette. Salut! Salut à tous et à vendredi.